Donc c'était des amphis extrêmement frustrants pour moi en fait. Parce que comme je vous ai dit, les programmes des conférences étaient trop stylés. Mais en tout cas, c'était une super rentrée politique. Il y a eu des temps forts. Donc évidemment, il y a eu la sortie du bouquin de l'Institut La Boétie. Il y a eu le grand entretien avec Lucie Castet, puisqu'en fait, pendant les universités d'été, bah, tu avais tout le feuilleton justement de la nomination de la première ministre du coup, qui continuait de se dérouler, avec Lucie Castet qui était convoquée à l'Élysée. Alors du coup, il y a eu tout ce chapitre-là, tout ce petit feuilleton de Lucie Castet convoquée à l'Élysée. Qu'est-ce que Macron a dit? Qu'est-ce que Macron n'a pas dit? Et lorsqu'elle en sort en mode globalement, on dit ah ben non, c'est pas possible, on ne peut pas nommer Lucie Castet. Du coup, Macron écarte l'option Lucie Castet pour Matignon, etc. Comme si on le savait pas, tu vois. Enfin bref, c'était un moment aussi où, et d'ailleurs c'est souvent le cas des rentrées politiques, souvent le temps fort d'un point de vue militant, c'est-à-dire que c'est un temps fort militant, tu croises beaucoup de gens, c'est aussi un moment où il y a beaucoup d'échanges d'échanges de savoir-faire et d'échanges d'expérience entre militants. C'est le moment où tu te croises entre gens qui viennent de plusieurs régions. Ça crée beaucoup de discussions et beaucoup de foisonnement un petit peu de savoir-faire et de savoir militant. Et en plus de ça, c'est toujours adossé de la rentrée politique qui est toujours très très chargée. Et notamment cette rentrée politique était particulièrement chargée puisqu'on est dans cette période de flou depuis... Voilà, on est dans une période de flou depuis 2 mois là maintenant, je sais pas. Depuis 2 mois, on n'a pas de gouvernement. Globalement, on a un gouvernement démissionnaire qui fait comme s'il n'était pas démissionnaire. Je ne ressens pas un statut démissionnaire. Aujourd'hui, on est à fond, un gouvernement qui est mobilisé. On a un flou général. Moi, j'ai discuté avec des potes qui sont assistants parlementaires et à chaque fois, je leur disais, mais comment tu le vis en fait, ce moment bizarre, ce moment de flottement? Particulièrement pour les gens qui étaient nouvellement assistants parlementaires. Il y a des gens qui sont rentrés à l'Assemblée pour la première fois, que ce soit des députés, c'est aussi la question que je posais à Claire Lejeune par exemple, mais que ce soit des députés ou des assistants parlementaires, tu fais ta rentrée pour la première fois à l'Assemblée et il n'y a pas de session extraordinaire, enfin il n'y a pas de budget rectificatif, alors que généralement, il y a des budgets rectificatifs, etc. Parce que du coup, tu changes toute la composition du bail. Il faut savoir un petit peu comment tu fais avec la thune. S'il y a un changement d'orientation du programme du gouvernement, quoi. Là, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas eu de session. Il y a juste une session pour désigner les gens dans le bureau, etc. de l'Assemblée, mais rien d'autre. Tu sais pas trop quoi faire. Comme il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de projet de loi. Donc, tu sais pas sur quoi tu vas bosser. Tu commences à te répartir les commissions, les trucs comme ça, mais pour faire quoi? Enfin, c'est très, très, très bizarre comme moment. Et c'est un moment totalement inédit politiquement. Ils sont en train d'innover totalement dans la façon de faire politique, parce que c'est une situation nouvelle, que de mémoire de militants, de mémoire de trucs. Voilà, c'est pas un truc que, au cas où le gouvernement décide de pas nommer de Premier ministre parce qu'au hasard il refuse le résultat des élections, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'on... Là, t'es vraiment en mode, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est totalement soumis à un agenda politique qu'on ne contrôle pas, un agenda médiatique qu'on ne contrôle pas, et c'est pour ça après que je vais parler de la mobilisation et des gens qui se moquent de la manif, etc. En mode, ils veulent faire une manif pour mettre Lucie Castet Premier ministre, c'est quand même ridicule, ils sont désespérés. Bah oui, on est désespérés, mais en même temps, là on est dans une situation où c'est le bon vouloir du prince qui va trancher sur qu'est-ce que vont faire les gens, sur comment vont être payés les gens à la fin de l'année, notamment les fonctionnaires, les trucs comme ça, etc. Sur qu'est-ce qui va arriver de la structure démocratique de notre pays. Enfin, c'est quand même... Alors oui, ça peut paraître bizarre de faire une manif en mode « Yo, Lucie Castet à Matignon, on fait une manif, etc. » Ça peut paraître désespéré, mais c'est parce qu'on est dans une situation bizarre et d'impuissance étrange. Il faut en parler quand même. Donc on paye des députés qui bossent pas super. Mais ça aussi, ça c'est un gros problème, tu vois. Notamment quand t'es de gauche et quand tu défends une vision parlementariste du système politique. Justement, c'est un truc que j'en discutais, je sais plus avec qui j'en discutais. On a fait campagne pour dire on va mettre une majorité insoumise pour tout changer. On a réussi à convaincre des gens de retourner aux urnes, voire même d'y aller pour la première fois. Et ça a été une campagne épuisante. Ça a été une campagne où des gens nous ont fait confiance, où des gens se sont dit ah peut-être que pour la première fois les députés vont peut-être servir à quelque chose. Et on se retrouve dans une situation où par l'action de Macron, l'antiparlementarisme ne peut que monter. Parce qu'on se retrouve dans une situation où par le refus de Macron de clarifier politiquement la situation, d'accepter le résultat des urnes, ou même simplement d'accepter de laisser du lest à l'Assemblée, tout simplement, de laisser l'Assemblée, parce que là, Macron, tout ce qu'il fait, c'est essayer de garder le pouvoir au maximum verrouillé pour continuer de maîtriser l'agenda politique. C'est aussi pour ça qu'il a mis autant de temps, et qu'il met toujours autant de temps, à désigner un ou une première ministre. C'est parce qu'en fait, s'il ne garde pas le contrôle sur l'agenda politique, il meurt globalement. Voilà, parce que c'est un autoritaire, fondamentalement. Bref, on a convaincu les gens d'aller voter, etc. Et là, ils se sont retrouvés à élire des députés qui sont entre guillemets payés pour rien. Je dis entre gros guillemets, parce que le travail de député, c'est pas uniquement... Alors, c'est grandement, c'est le travail, principalement, c'est le travail de législateur, mais ils ont aussi un travail militant, ils ont aussi un travail qu'ils font aussi au quotidien. Merci beaucoup, Codavor, de liens politiques, de liens notamment en ce moment beaucoup les liens interorgas avec les syndicats, avec les assos, etc. Le travail du député ne s'arrête pas à voter des lois à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que parfois vous ne voyez pas les députés à l'Assemblée, c'est parce qu'ils travaillent sur autre chose, parfois des trucs extérieurs, parfois des trucs dans leur circonscription, etc. Bref. Mais de la vision extérieure de quelqu'un qui observe la politique un peu de loin, le fait est qu'ils ont élu des gens
qui sont payés pour rien faire. Et ça fait monter l'antiparlementarisme. Pile poil au moment où le pouvoir est en train de s'enfoncer de plus en plus dans sa spirale autoritaire. Donc pile poil au moment où on a besoin du parlementarisme, où on a besoin justement de ce contre-pouvoir du Parlement, de ce etc., bah, le président fait monter les conditions de l'antiparlementarisme et donc de la permission de son autoritarisme. Donc c'est ça la situation qui est bizarre en ce moment. Désolé, là je voulais vous faire un bilan des amphis, mais en fait au final je reviens très très vite dans la situation politique actuelle. C'est une situation qui nous met face à des attentes qu'on a contribué à créer, puisque c'est notre exigence politique, nous, de prendre le pouvoir, et face auxquelles on doit rendre des comptes. Comment tu rends les comptes de telles attentes quand, globalement, c'est Macron qui décide? Parce que c'est la 5ème République. Le mec a le culot de venir parler de stabilité, bien sûr. Mais parce que quand Macron parle de la stabilité des institutions, c'est un dog whistle pour l'article 16, je crois. C'est, vous savez, l'article de la Constitution qui dit que globalement le président peut prendre les pleins pouvoirs si la stabilité ou la continuité des institutions est menacée, etc. Quand il vous parle de « il faut quand même garder la stabilité et la continuité des institutions », c'est en mode « m'obligez pas à devenir un dictateur ». Parce que c'est littéralement comme ça que l'article de la Constitution est rédigé, quoi. Après, ça montre les limites de la 5ème République et que Macron est un autoritaire, c'est pas la faute de la fille. Ouais, mais le problème, c'est que en fait, c'est pas une question de dire c'est la faute de la fille, c'est pas la faute de la fille. L'autoritarisme fait son lit sur le désespoir, fait son lit sur le sentiment d'impuissance politique. Si t'as une population qui est très mobilisée, qui a des marges de manœuvre pour mettre en place des alternatives, mettre en place des contre-pouvoirs, des trucs comme ça, elle va beaucoup moins se dire que c'est bébé et que de toute façon, bon, Macron, il décide de gouverner tout seul et que son gouvernement démissionnaire, soi-disant censé gérer les affaires courantes, soit libre de geler totalement les finances des ministères, des trucs comme ça, enfin, soit libre de geler la thune quand il veut, quoi. Je sais pas si vous avez vu pendant l'été, là, c'est je crois Gabriel Attal qui a décidé, hop, on gèle la thune dans les ministères. Du coup, les gens qui bossent dans les ministères, ils sont en mode, on sait même pas si on va être payé, quoi. Quand t'as moins de marge de manœuvre politique, généralement qui est le signe d'une démocratie en épuisement et d'un autoritarisme qui progresse, bah ça démobilise les gens, parce que du coup, ça fait que tu t'habitues à tellement de dingueries qu'à la fin, quand tu vois une nouvelle dinguerie, ça t'émeut plus tellement. Depuis Hollande, c'est pour ça que la question du 49.3, pour moi, le recours au 49.3, les matraquages des manifestations, etc., est clé pour comprendre ça. Regardez les gilets jaunes. Les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont eu? 3 balles et 1 mars, quoi. J'entends, mais ça peut aussi radicaliser à gauche. Ça peut radicaliser à gauche, précisément. Ça peut radicaliser, mais ça peut aussi éloigner les gens qui se radicalisent pas. Je sais pas si c'est clair ce que j'explique. Mais en gros, la masse un petit peu des gens dont tu as besoin pour soutenir un mouvement populaire, pour pousser dans tous les aspects de la société, etc., risque tout autant de se démobiliser et de se dire... Mais ça radicalise dans le sens où les gens qui viennent au militantisme par ça, c'est un truc qui peut te rester chevillé au corps très très longtemps, parce que c'est un moment de crise politique. Mais ça démobilise aussi énormément, en vrai de vrai. Surtout quand on est épuisé. Dites-vous, là, on a enchaîné une campagne européenne sur fond de génocide à Gaza qui n'en finissait pas, et d'ailleurs le génocide qui n'en finit toujours pas d'ailleurs, suivi par une dissolution, puis une campagne législative express, puis tout un été de flou, avec où tous les repères possibles de règles démocratiques, même de traditions constitutionnelles ont fini à la poubelle. Mentalement, ça épuise. Mentalement, ça épuise parce que t'arrives... je parle souvent du fait que c'est difficile de convaincre les gens d'espérer. De convaincre les gens qu'ils ont le droit d'espérer quelque chose, qu'ils ont le droit de pousser pour plus de droits, plus de thunes, plus de machin, etc., qu'ils ont le droit de se battre. Ouais, c'est le cœur du problème. C'est des machines à te montrer par le réel, hein, à te montrer par ce que tu observes autour de toi, par voir qu'en fait, c'est Macron qui décide et puis de toute façon, tu peux militer pour ci et ça. Ça va pas changer le pouvoir, ça va changer beaucoup de choses. En vrai de vrai, ce militantisme, toutes ces campagnes qu'on a faites, particulièrement depuis les législatives, ont changé beaucoup de choses profondément dans la société, j'en suis persuadé. Ça n'a pas changé le pouvoir, ça n'a pas changé le gouvernement, ça n'a pas changé la tête de l'État, mais ça a changé en profondeur beaucoup de choses dans les équilibres politiques, en mal comme en bien. Le RN a quand même fait, rappelle le RN, la percée de fou, etc., quoi, vous voyez. Mais ça a changé quelque chose. Faut pas dire que ça n'a rien changé. Mais par rapport au degré d'exigence qui est le nôtre, c'est-à-dire là c'est bon, stop, on prend le pouvoir, et qu'en fait là aussi le degré de conscience, qu'avec cette période de flou, on se rend compte de plus en plus que, hors de la prise du pouvoir par le mode présidentiel, il n'y a aucune possibilité d'action. Il n'y a aucune possibilité de rapport de force autre que d'avoir un président. C'est le message de démobilisation et de dépression que Macron envoie aux gens. Il dit « Je suis président, c'est moi qui décide. Si vous voulez décider d'autre chose, vous avez qu'à devenir président. » C'est pour ça que le nouveau Front Populaire a proposé une procédure de dissolution.
C'est parce qu'on est au stade où le dernier verrou de pouvoir faire respecter la démocratie, c'est le verrou présidentiel. Parce qu'on en est à ce stade. Et donc, dans ce cas-là, destitution. Dans ce cas, très bien. Dans ce cas, t'es plus président. Ça a été traité, en fait, médiatiquement. Les appels à la destitution de Macron ont été traités comme des espèces de oui, la France insoumise, Mélenchon veut faire un coup d'État, oui, la destitution, c'est l'instabilité, c'est pas bien, c'est la preuve de leur violence, etc. Mais non, c'est la suite logique. C'est la suite logique parfaitement concrète du chemin vers lequel Macron nous amène. Macron, globalement, depuis la dissolution, en fait. Depuis la dissolution, c'est ça. Attention, nouvelle règle. Tous les 4 matins. Parce qu'il le peut. Et qu'en fait, son exercice du pouvoir et l'absence de verrous institutionnels qui lui ont été opposés, que ce soit par le Conseil constitutionnel, etc. Enfin, tous ces verrous qui auraient pu exister, qui auraient dû exister, qui n'ont pas fonctionné. C'est lui-même qui a créé cette situation où le président tient le dernier verrou. Quand je commentais toute cette période-là qui va être désigné comme candidat à la primature par le nouveau Front Populaire, etc. Ce qui a toute cette période-là qui a amené à la nomination de Lucie Castet comme candidate à la primature, donc pour être première ministre. Je mettais à chaque fois un point d'honneur à dire attention, ne vous faites pas avoir par l'exaltation du moment. C'est pas parce que le NFP se met d'accord sur un nom que ce nom va être propulsé à Matignon. Parce que rappel, tiens, vous avez vu, Macron, il a dit, ça sera en fonction de qui gagne la présidence de l'Assemblée nationale. Vous savez, tout ce moment-là où la gauche est en train de se déchirer sur qui allait être Premier ministre, c'est le moment un petit peu, la période entre Huguette Bello et Laurence Tubiana, je sais pas si vous vous rappelez. Et qu'après, c'était en mode, zut, Macron, il vient de dire qu'en fait, ce sera en fonction de la présidence de l'Assemblée nationale. Zut, vite, présidence de l'Assemblée nationale, hop, Chassaigne. Allez, hop, tous derrière lui, on fait élire Chassaigne à la présidence de l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a un petit peu ce type, on parle tout de suite d'autre chose, et on met entre parenthèses la question de la nomination de la primature. C'est parce que c'était Macron qui avait dit ça. Et qu'en fait, fallait très très vite comprendre qu'à partir du moment où Macron disait ça, c'est parce qu'il savait très bien qu'il allait tout faire pour ménager une possibilité que le nouveau Front Populaire n'ait pas la présidence de l'Assemblée nationale. Et que du coup, sa règle de désigner, on verra en fonction de qui l'emporte à l'Assemblée nationale, c'est une façon pour lui, encore une fois, et pareil, c'est ce que je vous avais dit, mais c'est que lui, fondamentalement, il veut continuer il veut continuer comme avant, il veut poursuivre sa politique, il en a rien à battre. Globalement, de toute façon, ça fait depuis 2017 qu'il en a rien à battre, mais il veut continuer sa politique, il veut être sûr d'avoir la marge de manœuvre pour faire passer tous les projets de loi qu'il veut, de la façon la plus fidèle à la façon dont il les a écrites, ou fait écrire, enfin voilà, vous voyez. Tout ce qui lui importe, c'est que l'Assemblée nationale ne le fasse pas chier, c'est tout. C'est pour lui, l'Assemblée nationale, c'est un frein, c'était un caillou dans sa chaussure, et il fait tout pour l'enlever. À partir du moment où on comprend ça comme ça, on sait que la procédure de destitution, parce qu'après, du coup, ça crée plein de petites discussions de couloir, quoi. De petits trucs, voilà. Vous avez vu pendant tout l'été, c'est un truc que je commentais d'ailleurs avant de partir pour les amphijeunes il y a 2 semaines, du coup, qu'ils commençaient à discuter avec LR, par exemple, éventuellement trouver un Premier ministre issu des rangs de LR. Alors, je crois que c'était... il balance des noms. Ouais, c'est ça, c'est Xavier Bertrand, etc. Il a balancé le nom de Xavier Bertrand. Ensuite, il a balancé le nom de Cazeneuve. Il a balancé le nom de Cazeneuve pour voir si ça allait faire suffisamment débat à l'intérieur de la gauche pour que le nouveau Front Populaire scissionne. Et pour qu'il puisse hériter du PS de droite. Mais ça a créé des gros débats et ça a créé des engueulades à gauche. Avec du coup forcément les gauchistes qui étaient en mode Cazeneuve c'est un assassin. Et ceux qui disaient non, c'est honteux, il faut défendre Cazeneuve parce que vous comprenez quand même, il a fait des trucs bien et puis il est socialiste après tout. Enfin bref, tous ces débats-là qu'il y a eu sur Twitter, là, je crois que c'est Pierre Jouvet, des trucs comme ça. Enfin bref, tous les cadres du PS qui sont bien droitards et qui étaient en mode non, quand même, soutien Cazeneuve, etc. Même si on peut avoir des désaccords, vous n'êtes pas obligé d'être méchant, etc. Pendant que les gauchistes étaient en mode non, mais Cazeneuve, vous vous foutez de notre gueule, ce mec est. Bref, genre littéralement, allô, elle a permis de tuer, quoi, tout le monde rappelait ça. C'était aussi une façon pour Macron d'envoyer une boule puante et de se garantir de diviser suffisamment le bloc de gauche et de l'autre côté, diviser le bloc de droite, quand il avait proposé le nom de Xavier Bertrand, pour s'assurer que tout le monde passe tellement de temps à se taper dessus que lui, il aurait le champ libre pour faire ce qu'il veut. Donc, la destitution, c'est comme tout le reste. C'est comme Lucie Castet, c'est comme la nomination de la primature, il faut pas se faire d'illusions sur la marge de manœuvre qu'on peut avoir. Le seul truc qu'on peut faire, comme tout animal aux abois que l'on est, parce qu'on a un petit peu des animaux, là on est un petit peu au pied du mur, on est en mode putain, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Comment est-ce qu'on peut attaquer ce mastodonte qui est l'autoritarisme macroniste? Comment on fait? Tout ce qu'on peut faire, c'est continuer d'attaquer, bêtement. C'est mordre. C'est ça, mordre. Mordre, en espérant qu'on lui refilera la rage avec le temps, quoi. Et donc, c'est pour ça que je vous mets en garde. Va s'ouvrir une période de flou. Va s'ouvrir une période épuisante. Faites déroulement. Vous allez vous épuiser. Une période épuisante, une course de fond, où on va passer notre temps à passer de mot d'ordre en mot d'ordre pour s'adapter
à la nouvelle trouvaille autoritaire de Macron et pour trouver le moindre angle d'attaque, pour continuer d'opposer un front combatif et pour continuer de tenir la baraque et de faire en sorte que les gens ne retournent pas chez eux par désespoir. C'est ça. Il va falloir montrer qu'on est encore là pour que les gens se disent « Ok, il y a peut-être une raison de se battre encore si eux, ils se battent encore. » Ça va être très long, ça va être très compliqué, ça va être très épuisant. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à vous, allez pas nous exploser en vol. On a besoin aussi de forces militantes qui dorment. Mais c'est un truc auquel il faut se préparer. Parce que on est en train de tâtonner et d'arriver au bout et de délimiter les contours de notre impuissance politique. Et le constat qu'on fait à l'aveuglette fait très très mal. Mais si parfois vous avez l'impression que des mots d'ordre sont un peu absurdes ou un peu forceurs, c'est le rôle qu'on est réduit à jouer. Et c'est le rôle que si on joue pas, on va perdre le fil et on va perdre le contrôle sur qu'est-ce qu'on peut faire politiquement dans cette situation. D'après toi, le PS va se diviser sur leur conseil national. Ah bah justement, on va parler du conseil national du PS juste. On a parlé, du coup les amphis, ça m'a permis de parler de la situation politique actuelle, du degré relatif d'impuissance qu'on peut ressentir. Et je vous ai parlé des petites tentatives de Macron de déstabiliser le Parti Socialiste en proposant Cazeneuve, par exemple. Tout comme c'était la tentative de déstabiliser LR en proposant Xavier Bertrand pour être sûr de se garantir une marge de manœuvre à l'Assemblée. Bref, voilà, je vous refais pas le discours. Il s'est passé un truc, en effet, comme on a vu. Lucie Castet a été invitée par Emmanuel Macron pour être un petit peu auditionnée par Macron pour voir si les ressources humaines de l'Élysée acceptaient. Voilà, bref, bon, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que Macron a invité Lucie Castet. Lucie Castet a dit oui, je suis là pour appliquer le programme du nouveau Front Populaire. Oui, il a dit ah ben non, c'est pas possible. Allez, au revoir madame, c'est pas grave, on vous rappellera peut-être. Allez, bisous, au revoir. Bref, vous avez compris, hein, concrètement. Prévisible. Ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que le fait d'avoir quand même trouvé une figure de candidate à la primature dans Lucie Castet, ça permet d'avoir une figure autour duquel le nouveau Front Populaire est uni. On s'est tous mis d'accord là-dessus. Vas-y, on va pousser pour ça. Et donc après le rejet de Macron, le nouveau Front Populaire joue toujours l'unité. Je refuse de me porter complice d'une parodie de démocratie. La démocratie ne signifie rien aux yeux du président et je trouve ça extrêmement dangereux. Voilà, au nom de la stabilité institutionnelle, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce terme, je reviens là-dessus quand même, parce que ce terme de stabilité institutionnelle est extrêmement grave. C'est un des témoins supplémentaires de la menace permanente, du couteau sous la gorge que met Macron en permanence, en mode « faites ce que vous voulez, de toute façon, au pire, c'est moi qui décide tout dans mon coin ». Bref, pardon. Ils ne veulent pas le changement, ils vont ouvrir une crise grave dans notre pays et ils en assumeront les conséquences. Il écarte en réalité le résultat du suffrage universel avec ses décisions, donc c'est extrêmement grave. On est en train de se faire voler cette élection et qu'on nage en pleine dérive libérale. Le président a appelé les écologistes, etc., à participer à de nouvelles consultations à l'Élysée sans la France insoumise, parce que du coup c'est la tentative supplémentaire et c'est le prétexte qu'on a vu. C'est pour ça que vous avez vu Mélenchon dire au pire pas de LFI au gouvernement, c'est pas un problème, et du coup vous êtes d'accord quand même. Enfin bref, parce que du coup l'argument, l'élément de langage des macronistes, c'était de dire s'il y a des insoumis au gouvernement, c'est niet. On ne veut surtout pas de gouvernement, il y aurait des insoumis, parce que les insoumis, c'est l'islamo-gauchisme, c'est les complices du Hamas, c'est les machins, etc. C'est les garants de la ligne de gauche. C'est ça leur problème. Et du coup, Mélenchon, en interview, a répondu chiche. Très bien. Et du coup, est-ce que si on propose un gouvernement sans aucun ministre insoumis, est-ce que vous êtes disposé à nommer Lucie Castet? Donc à quel point votre truc, c'est un prétexte? Et la réponse à ça a été que les différents porte-parole de la Macronie on dit non mais même le programme c'est pas possible, vas-y je vous propose qu'on invite le mec du MEDEF pour dire que le programme c'est vraiment pas possible, en fait non c'est pas les insoumis le problème, c'est la gauche quoi, en fait c'est la gauche, on veut pas de la gauche au pouvoir, parce que la gauche au pouvoir c'est l'instabilité institutionnelle, quoi que ça veut dire, hein, parce que ça veut absolument rien dire instabilité institutionnelle, hein, concrètement. Ce qui a garanti le plus l'instabilité institutionnelle, ça a été quand Macron a détruit les corps diplomatiques, hein, c'est pas quand on propose de mettre en place une politique de gauche, enfin bref, ça a permis très très vite d'évacuer truc quoi, de dire non mais votre problème c'est pas les insoumis, votre problème c'est la gauche quoi. Alors du coup Macron qui dit ah là là mais on peut inviter les autres partis du NFP mais sans les insoumis, comme ça on peut trouver un compromis entre nous mais sans ces salauds d'insoumis, sauf qu'entre temps on a bien compris que le problème c'était toute la gauche et qu'en fait s'ils voulaient inviter le reste des partis du NFP à discuter, c'était globalement pour les baiser quoi. Donc bref, encore une fois cette unité autour de la figure de Lucie Castet permet de créer ce genre de clarification, permet de garantir que le front reste uni, parce que finalement en attaquant ce que représente Lucie Castet, on attaque tout le nouveau Front Populaire et du coup il y a plus de on peut discuter sans LFI qui tiennent. Puisque oui, Lucie Castet, quand même, elle est défendue par tout le monde, quoi. J'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte, les autres membres du NFP, que Macron veut les baiser. Ils se rendent compte, la principale question qui se pose, c'est à quel point ils peuvent en jouer. Je rappelle que 2027, ça les angoisse un petit peu.
Il y a déjà des gens qui commencent à dire faudrait peut-être faire des primaires pour 2027 pour éviter d'avoir Mélenchon. Oui, la question qui se pose, particulièrement au PS, mais aussi dans une moindre mesure à ELV, la question qui se pose pour les autres partis de la gauche, c'est comment on fait pour récupérer tout le bousin de la gauche et de la dynamique de gauche, à quel point est-ce qu'on peut jouer de ça, ou à quel point est-ce que c'est nous tirer une balle dans le pied. Et pour l'instant, le consensus, c'est que mieux vaut pour l'instant pas rentrer dans son jeu, parce que c'est sur eux que ça va retomber en premier. La gauche veut continuer de faire front ensemble. Si c'est continuer la politique du gouvernement, au nom de la stabilité, c'est-à-dire c'est la stabilité économique, politique, ils veulent pas que ça change. Fabien Roussel le souligne très très bien, et ça fait penser un petit peu à tout le discours qu'on peut avoir traditionnellement contre l'Union Européenne, par exemple. L'Union Européenne, le truc qui lui était reproché, donc quand on revient sur... on avait regardé le documentaire sur le PS à l'époque, on avait parlé un petit peu du référendum autour de la Constitution européenne, et ce qui était problématique, c'est que ça mettait dans la Constitution européenne, ce qu'il y a déjà dans les traités, c'est-à-dire des règles économiques uniques. C'est-à-dire que c'était une façon de sanctuariser des règles économiques, alors même que l'économie fait partie du champ de la discussion politique et fait partie, voilà, le cheval de Troie de la Constitution européenne. Donc c'est là qu'est partie justement toute la rupture de la gauche et notamment Mélenchon. Bref, vous avez compris. Donc c'est l'élément déclencheur de beaucoup de la résurgence d'une gauche de rupture. Ça a été beaucoup cette question de la Constitution européenne. Donc c'est pour ça que je reviens là-dessus. Mais le problème de la Constitution européenne, c'était que voilà, donc ça entérinait des règles économiques, donc ça sortait l'économie du champ de la politique. Alors même que l'économie est centrale dans le champ de la politique. Quand même, donc, si la politique c'est comment tu gères et organises la vie de la cité, bah, la vie de la cité c'est quand même beaucoup de comment économiquement les gens ont des liens entre eux. Comment une société vit, comment des échanges se créent, et l'économie est le cœur de tout ça. Bref. Lorsque Macron parle de la stabilité institutionnelle, encore une fois rappelle l'article 16, mais aussi c'est parce que son interprétation de la stabilité institutionnelle, c'est en réalité la stabilité économique. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est exactement le mouvement autoritaire qu'aurait fait la Constitution européenne, c'est-à-dire de retirer l'économie du champ de la politique, de la mettre dans le champ de l'ordre, et non plus de la discussion, de l'ordre et non plus du rapport de force. Et donc si tu mets dans le camp de l'ordre, bah dans ce cas, l'ordre doit être garanti, et du coup, l'ordre doit être maintenu. Et donc ça veut dire que l'économie sort du champ de possibilité de toute évolution du système politique. Ça fait partie des jalons de l'autoritarisme. La destruction progressive de la démocratie passe par la dépolitisation. Alors, on parlait tout à l'heure de la dépolitisation des personnes, donc des électeurs, etc., qui se retrouvent totalement déprimés, démunis face à la situation politique, qui se trouvent face à au constat que leur vote ne sert à rien. C'est pour ça qu'une des luttes principales quand on fait des campagnes électorales, c'est celle de l'abstention. C'est parce qu'en fait, on ne lutte pas contre l'abstention parce que c'est pas bien de ne pas voter, mais on lutte contre l'abstention parce que l'abstention est le symptôme précisément de ce désespoir politique et donc de ce recul précisément de la démocratie. Puisque bah oui, si tu as des désespoir politique, ça veut dire que c'est parce que tu n'as plus aucun recours pour faire changer les choses, pour faire changer tes conditions d'existence. Et donc que la politique, que la structure de la société ne peut plus évoluer et donc est condamnée à rester statique. Donc la progression de l'autoritarisme repose sur donc la dépolitisation. Dépolitisation des personnes et dépolitisation des sujets. Et donc ça, c'est un exemple typique. Lorsque tu sors un sujet politique, lorsque tu sors un sujet du champ de la politique. C'est le cas de la sécurité. Toutes les lois, sécurité, immigration, etc., sont accompagnées de discours, et notamment d'une unanimité dans le discours médiatique, qui a pour effet effectif de sortir la question de la sécurité, la question de comment on gère justement le fait d'être en sécurité collectivement, etc., de le sortir du champ de la politique, de réduire les alternatives possibles et de ne faire qu'il n'y ait aucune alternative possible à une montée autoritaire et sécuritaire par un durcissement de l'appareil policier, un durcissement de l'appareil des frontières, etc., etc., etc. Donc l'autoritarisme est systématiquement une dépolitisation. Et donc c'est un exemple supplémentaire de la façon dont Macron, au travers de l'économie, et c'est ce qu'on voit en ce moment avec le fait d'inviter le patron du MEDEF de partout pour dire que c'est pas possible de mettre en place une politique de gauche, vous comprendrez. Après, la dépolitisation de tous les sujets, c'est l'essence de la philosophie pubarde du macronisme. Je pense pas que tous les partis de droite soient dans cette perspective. C'est vrai, tous les partis de droite ne sont pas forcément dans cette perspective, et c'est ce qui fait du macronisme une tradition spécifique d'une nouvelle droite néolibérale autoritaire. Sans avoir beaucoup besoin de se concerter, nous lui avons répondu que non, nous ne reviendrions pas. Parce que ce n'était pas pour travailler concrètement à la mise en place d'un gouvernement de cohabitation. Vous demande aux socialistes de devenir les supplétifs d'une Macronie finissante. La réponse pour moi, elle est simple, elle est claire, c'est non. Donc il y a ce front uni autour de Castet avec, cela dit, ce front uni n'est pas vérifié partout. Et c'est ce qu'on voit avec le Parti Socialiste en ce moment. Gérald Darmanin continue d'alimenter la rumeur Cazeneuve à Matignon. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur continue de défendre les décisions de son président et reprendre inlassablement ses éléments de langage. Personne n'a gagné cette élection législative, a-t-il répété ce mardi matin sur BFM TV. Les Français n'ont pas voté pour Madame Castet. Gérald Darmanin a aussi continué à essayer de fragmenter l'union de la gauche. Je ne comprends pas pourquoi le PS ne participe pas à cette consultation aujourd'hui. A-t-il fait mine de s'interroger ? Plaidant un gouvernement de coalition. Le président a écarté les écologistes et LFI, qui est un parti dangereux, mais pas le PS et les communistes. Rien de nouveau en somme pour Gérald Darmanin, qui a enfin agité à son tour l'épouvantail du retour du grand républicain laïque et grand ministre de l'Intérieur, Bernard
Cazeneuve comme Premier ministrable. La proposition de Bernard Cazeneuve, c'est exactement ça. C'est qu'il y a ce front uni de la gauche, parce que globalement, tout le monde est en mode bon, on a décidé Castex, c'était déjà suffisamment chiant comme ça. Alors, on va faire front uni et au moins, on va s'en tenir à ça. Et on va maintenir cette ligne de on veut un gouvernement de cohabitation et pas de coalition. Un gouvernement de cohabitation, c'est quand le Premier ministre et le gouvernement ne sont pas du bord politique du président. Et la coalition, c'est quand c'est composite et voilà, que globalement, le but c'est de travailler tous ensemble et d'essayer de trouver des consensus à l'intérieur, etc. La cohabitation, c'est un peu l'inverse. Bref. Parce qu'ils ont conscience, et ça encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, que le Parti socialiste est fragile. Et que le Parti communiste, encore une fois, rappelle les Roussel Leaks, rappelle les petites hésitations, on va dire, de Roussel face à l'idée d'une grande coalition. Et c'est ce que je vous disais il y a plusieurs semaines dans mon best-of sur l'erreur de l'idée de la grande coalition. C'est qu'en fait, cette coalition, c'est la façon la plus pratique en fait de créer la division à gauche, parce que tu as quand même une partie du Parti socialiste qui n'est pas sur la ligne d'Olivier Faure. Et même plus qui n'est pas sur la ligne d'Olivier Faure, qui n'est pas sur la ligne à la fois sur le fond politique, il a quand même un fond politique qui n'est pas celui de Cazeneuve, jusqu'à ce qu'il finisse dans les compromissions. Et surtout, principalement, l'orientation stratégique. Donc, il y a eu un appel à manifester le 7 septembre dans la rue. Donc, deux syndicats proches de LFI appellent à manifester le samedi 7 septembre face au refus d'Emmanuel Macron de nommer un gouvernement nouveau Front populaire. Le président Macron s'entête dans l'autoritarisme et l'autocratie et met notre démocratie en danger. Nous proposons à toutes les forces du mouvement social de s'unir autour d'une grande manifestation le 7 septembre, écrit le syndicat étudiant L'Union étudiante dans un communiqué publié ce mardi. Ils mettent en acte l'appel à manifestation lancé par Marine Tondelier plus tôt dans la journée. Mais attends, mais je comprends pas, c'est deux syndicats proches de LFI qui appellent à manifester ou c'est Marine Tondelier qui a appelé à manifester? Je comprends pas. C'est bizarre ça. Donc l'Union syndicale lycéenne de Manès-Nadel s'est immédiatement joint à l'appel, appelant au respect des urnes. Reste à voir si cet appel sera suivi par les autres organisations syndicales. Donc, voilà. Donc il commence déjà à y avoir des appels à la mobilisation le 7 septembre pour, voilà, encore une fois, faire des manifestations pour dire, bon ben, quitte à épuiser toutes nos voies de recours, autant faire un mouvement social et partir en manif et faire chauffer les baskets. Donc la France Insoumise s'est joint à l'appel, bien évidemment. Un bureau national du Parti Socialiste attendu ce mardi midi. Et le Parti Socialiste, ça commence à craqueler. Après plusieurs demandes, l'opposition interne à Olivier Faure au sein du PS a obtenu gain de cause. Ce mardi à midi, le parti au point et à la rose réunit son bureau national pour échanger sur la situation politique. Aux yeux des courants minoritaires, elle serait extrêmement préoccupante, comme ils l'ont affirmé dans un courrier adressé à Faure dimanche. Initialement, les motions dirigées par la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy, et par le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, comptaient réinterroger l'alliance du PS avec LFI. Mais compte tenu de l'annonce présidentielle de rejeter un gouvernement du NFP, le questionnement pourrait être tout. Soit on a un autre débat gna avec une opposition qui trouve toujours des trucs à redire, des trucs méthodologiques où ils disent qu'on ne refuse pas une invitation du président de la République ou une rupture avec Jean-Luc Mélenchon, soit le PS peut basculer dans un débat d'orientation stratégique sur le soutien ou pas à un gouvernement de centre-gauche. Ce serait le retour entre sociaux-libéraux assumés et socialistes, explique ce matin le député d'Indre-et-Loire, Laurent Baumel. À l'époque, on avait commenté le congrès du Parti Socialiste qui avait eu lieu l'hiver. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, janvier 2023. Parce que donc la période, on avait donc petit rappel de la séquence 2022-2023. 2022, élection présidentielle, élection législative, on fait la NUPES. Au présidentiel, le PS se ramasse encore avec Anne Hidalgo, merci Guevroska. Du coup, Olivier Faure est en mode peut-être que l'union de la gauche, c'est pas si mal pour que le parti survive un petit peu, ce qui est un très très bon call de sa part. Globalement, Olivier Faure, ça a été celui qui a sauvé le Parti Socialiste. C'est-à-dire qu'en jouant le rôle de l'unité, il a permis de gratter des postes, de réussir à récupérer quelques élus, de protéger certains sièges d'élus, notamment à l'Assemblée nationale. Donc Olivier Faure a été quand même l'artisan du maintien en vie du Parti Socialiste. Donc il y a eu toute cette période-là, ensuite réforme des retraites, etc., où on avait vu un petit peu que ça craquelait un peu, le PS qui était en mode retraite à 60 ans, est-ce que vous êtes sûr, etc. Enfin bref, je vous refais pas l'histoire. Ça s'est suivi après, en janvier du coup 2023, par un congrès du Parti Socialiste qui était prévu, donc un congrès du Parti Socialiste qui était censé du coup désigner le nouveau secrétaire général du Parti Socialiste. Évidemment, Olivier Faure qui était candidat à sa propre réélection en tant que secrétaire général, mais il avait été concurrencé à ce moment par Nicolas Meyer-Rossignol, qui est donc le maire de Rouen, et Hélène Geoffroy, qui est donc la maire de Vaux-en-Velin. Alors, donc c'est pas anodin de les retrouver là. À cette époque-là, dans ce congrès du Parti Socialiste, il y avait eu de la triche un peu partout, concrètement. Tous les congrès de parti, il y a des bourrages d'urnes. C'est le principe, c'est la base, voilà, ça ne devrait même pas être expliqué. Nicolas Meyer-Rossignol avait joué un petit coup à l'intérieur. Pour résumer, il y avait eu plus de triche de la part des partisans de Meyer-Rossignol que de la part des partisans de Faure. C'est-à-dire que tu enlevais la triche des deux côtés, Faure gagnait quand même, tu rajoutais la triche de Faure et tu la pondérais avec celle de Meyer-Rossignol, quoi qu'il arrive, Faure gagnait. C'est-à-dire que Meyer-Rossignol, ils ont suffisamment triché, mais pas suffisamment pour gagner quand même.
Bref, d'ailleurs, il y avait eu des débats à l'époque sur quel degré d'ancienneté est-ce qu'on permet pour que les gens puissent voter au Congrès. Puisqu'il y avait eu tout un influx de nouveaux militants un peu génération Mélenchon, mais qui voulaient être au PS parce qu'ils pensaient qu'il y avait plus de cadres de formation, qu'ils allaient être plus intégrés, blabla. Mais du coup, il y avait eu tout un débat sur est-ce qu'on fait voter les nouveaux arrivants ou pas, parce que l'angoisse, c'était que les nouveaux arrivants étaient tous côté fort, étaient tous pro-Olivier Faure, parce que globalement, ils étaient tous pro-NUPES, et qu'en fait, à l'intérieur de ce congrès, c'était joué la ligne pro-NUPES et anti-NUPES. Maire Rossignol a triché, Faure aussi, mais dans une moindre mesure. Triche ou pas, Faure aurait, quoi qu'il arrive, aurait gagné. Et il représente le courant majoritaire au PS, malgré les éléphants qui sont côté Hollande, voilà, Carole Delga, etc. Cela dit, Maire Rossignol a joué un coup politique où il a fait une petite vidéo pour mettre en doute l'honnêteté du scrutin, pour condamner, pour alerter sur les triches de la part des partisans d'Olivier Faure qui avaient du bourrage d'urne, etc. Enfin bref, qui a créé tout un imbroglio politique, suite auquel Olivier Faure a décidé, pour ménager la chèvre et le chou, et pour essayer de garantir l'unité du Parti socialiste et éviter de se retrouver en illégitimité dans son propre parti, il a décidé de proposer une espèce de triumvirat. C'est-à-dire que normalement, il y a un secrétaire général. Il a dit « Ok, si vous voulez, on partage les responsabilités. Même si Maire Rossignol n'est pas censé avoir gagné, le parti est trop divisé. Alors, on place Maire Rossignol dans un rôle de direction qui reste stratégique. » Et pareil pour Hélène Geoffroy. Et donc, ce qui est sorti de ce congrès, ça a été une ligne non tranchée au PS. Faure a fait ça pour ménager la chèvre et le chou, pour protéger l'unité dans son parti, etc. Mais ça a fait que du coup, ce fameux Maire Rossignol a permis d'atteindre une position hiérarchique à l'intérieur du PS qui lui permettait de continuer de pousser et de solidifier la ligne anti-NUPES, la ligne anti-Union et globalement la ligne anti-LFI et pour le retour d'un PS social-démocrate de centre-gauche. Enfin, social-démocrate, social-libéral plutôt. On arrive dans cette situation actuelle où Maire Rossignol et Hélène Geoffroy, et le reste un petit peu des sociolibéraux du Parti socialiste, tentent aujourd'hui de rejouer la partition avec une situation qui a changé. Avec un François Hollande qui est rentré à l'Assemblée nationale. Avec un Parti socialiste qui a gagné des sièges à l'Assemblée nationale. Avec un blocage politique qui, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, met en danger la capacité du nouveau Front populaire à s'imposer dans la durée, avec les coups de boutoir de Macron qui essaye de débaucher Cazeneuve, etc., pour pouvoir faire éclater l'union à l'intérieur du PS. Globalement, des sociolibéraux qui concrètement sont un petit peu d'accord avec le fait que bon, il faut quand même garder la politique économique telle qu'elle est. Bref, ce bureau national est dans ce contexte-là. Et la conséquence directe du non-choix d'Olivier Faure, enfin plutôt du choix d'Olivier Faure, de maintenir l'opposition dans une position de force à l'intérieur du parti. Donc un parti socialiste plus dynamique qui intéresse mieux les ambitieux. Exactement. Un parti socialiste plus dynamique, comme je vous le disais quand on regardait le documentaire sur le PS, vous savez le documentaire avec Julien Drey là, un parti socialiste qui renoue avec son habitus d'héritier. On a passé une parenthèse où on était un petit peu en dessous, mais là on est de retour en pleine force, c'est notre tour de réclamer notre dû. Ce qui se joue bien évidemment, c'est la question, c'est pour ça que la question Cazeneuve, c'est pour ça que je vous disais Darmanin, voilà, qui continue de pousser Cazeneuve, etc., c'est pas anodin. Ce qui se joue là-dedans, c'est globalement, est-ce qu'une partie du PS va trahir le nouveau Front populaire et soutenir un gouvernement de coalition un peu macroniste, en mode soit soutien sans participation, blablabla, etc. Est-ce qu'ils vont donner leur blanc-seing? Est-ce que du coup, au niveau des députés Parti socialiste, certains pourront fronder, entre guillemets, mais pour se rallier à des décisions macronistes? Je viens à Glucksmann juste après. L'opposition interne du Parti socialiste appelle à reprendre les discussions avec Emmanuel Macron. Rappelle la vidéo du HuffPost qu'on vient de voir. C'était Faure, Tondelier, Roussel qui étaient en mode « Attends quoi, Macron il veut reparler avec nous alors même qu'il a refusé Castex, dans ses niettes on n'ira pas ». Et l'opposition interne du PS, donc Maire Rossignol, Hélène Geoffroy, etc., sont en mode on pourrait quand même revenir lui parler, on pourrait quand même reprendre la discussion, il y a peut-être moyen de moyenner quelque chose, on peut peut-être gratter un truc. Lors du bureau national du Parti socialiste organisé ce mardi midi, l'opposante interne à Olivier Faure, la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy, anti-LFI notoire et donc critique du nouveau Front populaire, appelle à reprendre les discussions avec le président de la République. Dans sa prise de parole, l'élu local a expliqué que l'inverse sera reproché par tous les électeurs, les nôtres et ceux du Front républicain. Lorsqu'on parle du Front républicain, c'est pour parler des macronistes qui ont voté pour un candidat nouveau Front populaire. Vous savez, ce fameux Front républicain, c'était l'appel à se désister dans l'entre-deux tours si jamais il y avait un risque RN. Il s'agit d'un
réflexe militant, parce que globalement, quand on est à gauche, on ne vote pas pour l'extrême droite, on fait tout pour que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir. Mais vous savez, il y a eu un petit peu cette manie qu'ont eu les macronistes de transformer ce front républicain qui n'était rien d'autre qu'un réflexe politique parfaitement normal de la part de la gauche en une espèce d'alliance tacite. Et de dire, non mais du coup, tous les gens qui ont fait le front républicain, entre guillemets, et qui ont voté pour des macronistes, parce que concrètement c'est plutôt ça, parce que les macronistes ils ont un petit peu moins voté pour la gauche que la gauche n'a voté pour les macronistes, bref, on en a parlé tout là, de transformer ce front républicain en une espèce d'arc républicain et de contenu programmatique et de coalition potentielle. Et c'est un petit peu ce qui se joue, c'est un petit peu cette douille-là de « Ah, mais on a appelé mutuellement à voter les uns pour les autres. » Enfin, sauf quand il y avait LFI et sauf quand on n'aimait pas les candidats en face alors que vous, c'était inconditionnel, bref. Donc quand même, vous pouvez quand même gouverner avec nous et faire ce qu'on dit, quoi. Concrètement, c'est ça qui se joue. Et le PS, ils sont totalement d'accord avec ça. Enfin, le PS, pardon. La tendance du PS, représentée par Hélène Geoffroy, est totalement d'accord pour faire ça. Et ce fameux, voilà, donc, encore une fois, cet élément de langage du Front républicain qui est en réalité une façon pour le PS de dire en fait on va se rallier avec les macronistes parce que concrètement c'est un peu notre électorat. Geoffroy a également fait valoir sa divergence du point de vue à propos des motions de censure, alors que ce matin sur France 2, Olivier Faure a affirmé que le PS censurera tout gouvernement qui n'est pas celui du NFP. La chef de file de Théo, alors texte d'orientation 1, voilà, c'est leur façon, c'est les trucs sur lesquels ils votent au Congrès, bref, c'est les trucs de démocratie interne qui ne fonctionnent pas, a demandé à la direction le refus d'un vote d'une motion de censure par principe. Il peut y avoir des réformes engagées de gauche et nous devons essayer de les trouver, a-t-elle assuré. Donc elle a dit, ça sert à rien d'engager une motion de censure quoi qu'il arrive, parce que ça se trouve, ils vont proposer des trucs de gauche. Et en fait, proposer des trucs de gauche, ça veut dire, ça se trouve, ils vont proposer des trucs avec lesquels on est d'accord. Et comme on est la gauche, on pourra dire qu'en fait, c'est un peu notre camp. Eux, ils veulent vraiment participer à un gouvernement de coalition. Ils veulent gouverner avec les macronistes, Hélène Geoffroy, etc. En se disant, on peut peut-être gratter des trucs, gna gna, etc. Mais la vérité, ils savent qu'ils vont rien gratter et que concrètement, ça va leur coûter tellement cher, je comprends pas. Ah non, mais bien sûr. Olivier Faure, qui a dû supporter de faire la campagne de la NUPES avec Mélenchon. Je dis pas qu'il déteste Mélenchon, mais il a dû quand même avaler beaucoup de couleuvres et donner beaucoup de garanties à gauche, donc contre son propre parti quand même, qui est de droite depuis très longtemps, pour sauver le cul de son parti. Et derrière, ce truc un petit peu fragile qui réussit à gagner, de faire revivre le Parti Socialiste, qu'il a essayé de faire revivre à bout de bras, à coup de compromis, à coup de oui, Mélenchon, t'inquiète pas, je fais ce que tu veux. Oh oui, la France insoumise, on est amis, etc., etc. Ce qui pour un socialiste, c'est quand même assez dur. Vous imaginez lui qui a eu tellement du mal à faire ça. Maintenant, il y a toute l'aile droite du PS qui dit ça te dit, on fout tout à la poubelle. Moi, ça m'arrange. Mais il doit être vert, le pauvre. Hein. Il doit vraiment être vert. Hein. Macron dit recevoir tous ceux qui veulent œuvrer pour l'intérêt supérieur du pays, encore une fois. Illustration supplémentaire de cet effet de dépolitisation. L'intérêt supérieur du pays, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, puisque l'intérêt du pays est ce qu'on analyse comme l'intérêt supérieur du pays, c'est analysé politiquement et donc idéologiquement. Et donc, en fait, personne n'est d'accord sur ce que veut dire l'intérêt supérieur du pays, parce que pour certains, l'intérêt supérieur du pays, c'est que les riches soient riches pour garantir la stabilité, et pour d'autres, l'intérêt supérieur du pays, c'est que les pauvres soient moins pauvres, et qu'éventuellement, il y ait une redistribution des richesses, et éventuellement une redistribution des rapports de force à l'intérieur de l'entreprise, pour permettre aux gens de mieux vivre. Voilà, l'intérêt supérieur du pays, c'est une question politique. Mais encore une fois, le fait d'en appeler à l'intérêt supérieur du pays, c'est un exemple supplémentaire de cette dépolitisation et de cet autoritarisme. Donc le PS toujours pas tenté par une manifestation dans la rue le 7 septembre. C'est cette fois au tour d'Arthur Delaporte, député PS, de mettre l'idée de côté. Au micro de BFM TV, il a expliqué qu'on comprend les gens qui veulent manifester, mais il ne pense pas que ce soit la bonne réponse. Bah oui, parce qu'il a une meilleure idée, je suis sûr. Il pense plutôt pour une autre alternative. La bonne réponse, qui est entre les mains des parlementaires, c'est la censure. Pourquoi pas les deux ? L'un n'empêche pas l'autre. Il y a les parlementaires, il y a l'Assemblée de l'un côté, il y a la rue de l'autre. On peut manifester pendant que les parlementaires ils votent la censure. Ça s'appelle créer un soutien populaire, en sachant que les médias vont nous matraquer. Pourquoi vous avez peur du peuple au Parti Socialiste? Pourquoi vous avez peur de la rue? Pourquoi vous voulez tout faire dans vos petits salons? C'est quoi votre problème? Bref, pardon, désolé, ça m'énerve. Les socialistes ne seront pas de la partie le 7 septembre. Pierre Jouvet, nous n'appelons pas à appeler dans la rue à ce stade. L'urgence est dans le débat, dans la discussion politique. Mais quel débat, quelle discussion, avec qui? Avec quelle bonne foi? Bref, pardon. Même si le choix est dicté hier par Emmanuel Macron, nous inquiète profondément. Oui, on est inquiet, mais quand même, il faut discuter, il faut dialoguer. Bref. On a donc le Parti Socialiste qui rejoue un petit peu ce qui s'était joué au dernier congrès. Avec donc cette aile, Meilleur Rossignol, Geoffroy contre Olivier Faure. La question de l'union avec le reste de la gauche ou de la coalition avec les macronistes. Donc, il y a ce truc à l'intérieur du PS. Et il y a quelque chose qui se joue aussi
à l'intérieur / à l'extérieur du PS, c'est-à-dire avec Place Publique et Glucksmann, puisque donc, je vous le rappelle, hein, Glucksmann, Place Publique, c'est un micro-parti qui fait partie des partis satellites du Parti Socialiste. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans l'appareil du Parti Socialiste, mais qui ne sont pas, à proprement parler, membres centraux du parti. C'est un satellite. Et donc, ce que fait le rôle politique de Place Publique par rapport au Parti Socialiste, c'est au travers de ce rôle de satellite de contourner l'appareil de parti par l'extérieur pour pousser vers une orientation plus libérale. Plus libérale, européiste, enfin plus Glucksmann, quoi, Aurore Lalucque, toutes ces conneries. Tribune, le nouveau Front Populaire est déjà dépassé. Ah bah putain, déjà on dirait Roussel qui disait dès le mois d'août, il y a 2 ans, que la NUPES, qu'il fallait tourner la page de la NUPES. Donc le NFP est déjà dépassé, voilà. C'était rapide. Avançons vers une social-démocratie populaire. Donc ça, c'est des mots creux, hein, concrètement. Ils disent social-démocratie parce que c'est leur mot fort, blablabla, européiste, libéral et tout, et populaire parce que Glucksmann est populaire, je sais pas, j'en sais rien. Le peuple, c'est bien de dire le peuple, voilà. Social-démocratie populaire, ça veut rien dire, mais ça fait joli. Plusieurs membres du Conseil national du PS appellent à battre Olivier Faure et à briser l'alliance avec les partenaires de gauche. Donc voilà. Et donc il y a ce jeu-là, qui est mené en partie par les Glucksmanniens, mais pas que, par aussi des gens qui sont au Conseil national, qui jouent un petit peu leurs cartes pour en finir définitivement avec la ligne Olivier Faure. Donc je vous propose qu'on lise la tribune, et ça permettra de conclure un petit peu cette grande trajectoire de la situation politique actuelle, et un petit peu de voilà, qu'est-ce qui se joue au PS par rapport à toutes ces questions, NFP, Lucie Castet, etc. On va faire la République populaire d'Europe, ouais, ça, la République populaire d'Europe, ouais. Pas trois, les 2 autres sont des bureaucrates, mais pas au Sénat. Oui, alors oui, entre parenthèses, les gens qui ont signé cette tribune, c'est des nobody. C'est des no one. C'est vraiment des gens, personne ne les connaît, ces gens. C'est des sous-marins de Glucksmann, Meyer Rossignol, etc. Mais eux-mêmes ne sont pas allés se compromettre à signer cette tribune. C'est généralement ce qui se passe. Quand il y a des no one qui grattent une tribune dans Libération, ça veut dire que c'est des prête-noms et des sous-marins pour les gros qui veulent pas aller jusque-là, mais qui veulent quand même faire infuser l'idée. Voilà, vous avez capté un peu, c'est la CIA, quoi. À la veille des universités d'été du Parti Socialiste qui se tiendront à Blois entre le 29 et le 31 août, plusieurs membres du Conseil national appellent à battre Olivier Faure et à briser l'alliance avec les partenaires de gauche. La gauche social-démocrate est à la croisée des chemins. Le formidable sursaut républicain des dernières élections législatives offre à la France et à la gauche un sursis. Intéressant déjà, le wording, comme il dirait. Un sursis. Il y a eu un sursaut formidable. C'est pas quelque chose qui a été construit. C'est pas quelque chose qui a été porté sur des forces militantes. C'est pas quelque chose qui a été élaboré. C'est un sursaut. Le sursaut, c'est un réflexe. Quand t'as peur, tu sursautes. C'est ça le sursaut. Donc c'est intéressant comment, dès la première ligne, il retire tout le travail militant qui a été fait pour le nouveau Front Populaire et qui a été fait dans cette campagne. C'est des petits trucs comme ça, mais c'est assez parlant de leur façon de considérer, enfin de déconsidérer en fait le travail militant. Offre à la France et à la gauche un sursis dans l'attente d'une offre... Oui, parce que, attends, sursis, je viens après. Un sursis dans l'attente d'une offre politique capable de faire reculer l'extrême droite. Donc ça veut dire, tout ce qu'on a fait, ça permet de respirer, voilà. On a temporisé, le temps de trouver une alternative. Ça veut dire, le nouveau Front Populaire n'est pas une alternative. Ça veut dire, on refuse le nouveau Front Populaire comme alternative à l'extrême droite. En attente d'une offre politique capable de faire reculer l'extrême droite, c'est-à-dire en attente que nous, on soit au pouvoir. Sachant que, bref, je ne reviens pas sur le fait que c'est le PS qui a fait monter l'extrême droite au pouvoir et que c'est à cause, littéralement, des renoncements et des trahisons du Parti Socialiste que l'extrême droite est au pouvoir. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la refaire, je ne vous ferai pas cette insulte. Les derniers balbutiements du macronisme ne peuvent nous empêcher de trancher aujourd'hui la question existentielle qui nous traverse. S'arc-bouter dans une alliance vampirisée par une gauche infréquentable, ou prendre le parti, certes ambitieux, mais nécessaire, de reconstruire une grande force social-démocrate, populaire et de rupture. Pareil, tout est dit dans cette phrase. Les balbutiements du macronisme. Ça veut dire, le macronisme est mort. C'est à nous de gratter des trucs chez les macronistes. En fait, c'est ça. L'aile droite du PS s'est fait totalement siphonner par les macronistes. Et là, leur espoir, et le message caché dans cette phrase, c'est au tour des macronistes de mourir et de décrépir. C'est notre tour de gratter chez eux. C'est notre tour de récupérer les quelques forces vives qu'ils ont pour que nous soyons l'alternance et que nous revenions au pouvoir en détruisant la gauche de rupture parce que c'est quand même pas possible, quoi. C'est trop de gauche, quoi. Ouais, vous avez capté. Et donc c'est ambitieux, c'est un pari ambitieux parce qu'on est du côté de l'ambition. On est grand, on est des grands seigneurs. Parier sur le rabougrissement des macronistes, c'est pas de la tactique de oh là là, on essaie de gratter à droite à gauche. Non, c'est de l'ambition. C'est la preuve que nous sommes grands, que nous savons penser et réfléchir. Le programme du nouveau Front Populaire
ne peut être un point de départ pour la gauche. Bah non, quand même. Ce serait dommage qu'un programme qui a été discuté par l'ensemble des partis de gauche soit un point de départ pour la gauche. C'est dingue que le programme qui exprime le peu de consensus qu'il peut y avoir, même pas le peu de consensus, le consensus qu'il peut y avoir à gauche ne peut pas être un point de départ, puisque le point de départ par définition ne peut pas être avec le reste de la gauche, puisque la gauche, c'est nous, c'est pas eux. Les enjeux en matière d'emploi, de sécurité, la réforme de l'État n'y sont pas sérieusement traités. On fait pas assez la chasse aux pauvres, on fait pas assez la chasse aux Arabes, on réduit pas assez les coûts dans la fonction publique. Parce que le programme du Nouveau Front Populaire couvre beaucoup de choses sur la question de l'emploi et sur la question de la sécurité. Simplement pas des trucs qui consistent à faire la chasse aux pauvres et la chasse aux Arabes et l'enfermement dans un état encore plus policier. Encore une fois, les enjeux ne sont pas sérieusement traités, ça veut dire les enjeux ne sont pas traités de façon de droite, parce que le sérieux est du côté de la droite. Bref. Et que dire du gouffre qui nous sépare sur la laïcité, sur les musulmans, ou sur la question européenne? Voilà, nous on n'aime pas les musulmans. Ils trouvent qu'il y a de l'islamophobie, alors que nous on veut la poursuivre. Et eux ils trouvent que l'Europe c'est trop... Ah, que dire de ça? Vraiment, c'est trop, c'est fou. Oh là là, les mots me manquent. Les mots nous manquent. Pourquoi ils précisent pas le gouffre qui sépare, etc., etc. Parce que s'ils doivent préciser le gouffre qui les sépare sur la laïcité et sur la question européenne, ils sont obligés d'admettre que... je trouve ça fascinant quand même qu'ils disent pas exactement ce qu'ils veulent. Tu veux quoi exactement sur l'Europe et les politiques ultralibérales qui sont en train de saigner tout le monde? Tu veux pas le dire? C'est bizarre. La différence sur l'Union européenne entre le PS et LFI. Concrètement, LFI est extrêmement méfiante des traités européens et notamment de la façon dont les traités européens entérinent et rendent obligatoire une politique néolibérale, plutôt ordolibérale, enfin bref, il y a des nuances, etc. Mais bref, une politique libérale qui, de fait, dans les traités européens, vise à interdire l'existence même d'un service public. Puisqu'en fait, au travers de l'interdiction des monopoles, par définition, un service public, c'est un monopole. Et en fait, comment dire, pour vous faire un petit peu toute l'histoire de la libération du rail, la libéralisation du rail. Le fait qu'il y ait eu un démantèlement de EDF, qu'il y ait eu un démantèlement de la SNCF, etc., etc., c'est la suite logique d'une idéologie économique qui est écrite au cœur des traités européens, qui vise à dire que les monopoles c'est mauvais pour l'économie et que c'est pas bien, et que du coup dans ce sens-là, même y compris les services publics en tant que c'est des monopoles, c'est pas bien. Et ça, France Télécom, etc. Et donc en fait, le gouffre qui les sépare, c'est que la France Insoumise est pour la désobéissance à ces traités, c'est-à-dire est pour le fait de ne pas appliquer ces traités, donc on veut des services publics. Les monopoles, c'est bien quand c'est des monopoles d'État, quand ça permet de protéger, garantir une stabilité sociale. Et l'Union européenne, dans le fondement de ces traités, organise justement la marchandisation de tous les aspects de l'économie, y compris les aspects qui sont d'utilité publique. Et ça, c'est le premier gouffre qui les sépare. C'est sur cette question. Alors, ils disent que la France insoumise est contre l'Europe, etc. Oui, la France insoumise est contre l'Union européenne telle qu'elle est faite et contre les traités européens. Ils disent rien parce qu'ils ont un peu de conscience qu'ils sont à contre-courant de l'électorat de gauche, mais ils espèrent que ça passe sur un coup de poker. Bah oui, c'est ça. La stratégie adoptée ne peut pas non plus nous correspondre. Défenseurs d'une profonde réforme institutionnelle et d'une reparlementarisation, comment justifier ces vieux réflexes de la Ve République au soir des résultats revendiquant une victoire factice et refusant l'ouverture au dialogue et au compromis qui peuvent pourtant s'imposer? Bah oui, en fait parce que eux, qui sont quand même contre la Ve République et pour le passage à une 6e République et pour un truc plus parlementaire, etc. Enfin voilà, pour une constituante et voilà, tout ça au hasard. Bah, en fait, ils sont trop dans la Ve République. En fait, ce qui sépare le PS du Nouveau Front Populaire, c'est que le PS, ils veulent faire semblant qu'il n'y a pas de Ve République en faisant en réalité une coalition avec les macronistes. Et le Nouveau Front Populaire, et y compris la France Insoumise, prennent acte du fait qu'on est dans la Ve République et qu'on doit jouer le jeu de ces institutions, puisque la seule possibilité d'en changer, c'est de prendre le pouvoir. Et que pour prendre le pouvoir, bah, il faut prendre le pouvoir selon les règles de la 5e. On va pas faire un coup d'État, en fait. Donc voilà, alors par contre, c'est incroyable qu'ils utilisent l'argument de « ils sont tellement ancrés dans la 5e République ». Bah oui, bah tu crois c'est quoi la Constitution pour l'instant, en fait? Réforme institutionnelle, traduire, renforcer la métropolisation et abandonner le rural, donc faire gagner le RN. Oui, entre parenthèses, quand ils disent « on est pour une profonde réforme institutionnelle et une reparlementarisation ». Bref, il faut changer la gouvernance du PS. Nous sommes socialistes, sociodémocrates, fervent soutien de Raphaël Glucksmann et du cap clair théorisé lors des élections européennes. Nous aspirons à un changement de gouvernance du Parti socialiste autour de Michael Delafosse. C'est qui ce mec? Carole Delga, Hélène Geoffroy, Karim Bouamrad, Rachid Temal,
et d'autres. Donc là, ils ont cité globalement toute la droite du PS, hein, concrètement. Maire de Montpellier, ok, d'accord. Rappelle Karim Bouamrane qui fait quand même partie des noms qui ont été balancés par les macronistes pour tester la solidité du PS, hein, qui a quand même un discours méritocrate. Là, je parle de méritocratie, je ne parle pas de mérite. En mode, oui, si j'ai réussi, tout le monde peut le faire, hein. Globalement, Karim Bouamrane, c'est un petit peu le prétexte pour dire les Arabes, vous faites pas assez d'efforts, vous faites du trafic alors que vous pourriez faire des études, quoi. Bref, oui, c'est le valsiste de Saint-Ouen, exactement. La social-démocratie populaire devra parler à tous. Faire des ponts plutôt que des fronts. C'est beau comme du Ruffin. Des majorités de projets plutôt que des minorités de blocage. Elle devra stopper la déliquescence de nos services publics. Comment? Et proposer un plan d'investissement massif dans l'éducation, la santé, le régalien, les transports, en anticipant les mutations de notre société. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Répondre au sentiment d'abandon, de colère, mais surtout répondre à l'espérance qui subsiste. L'espérance protégée par qui exactement? Genre, c'est vraiment des parasites, ces gens-là. L'espérance qui subsiste. L'espérance, elle a subsisté grâce au fait que la France insoumise s'est ramenée en mode c'est fini les vieux appareils de parti de merde, on fout un coup de pied dans la fourmilière, on refait tout, c'est pas possible, on refait venir la gauche. Et là, ils disent l'espérance, répondre à l'espérance. Oui, bah l'espérance, c'est grâce à nous en fait, c'est pas grâce à vous. Vous avez été les artisans de la désespérance et vous voulez faire une alliance avec Macron, on rappelle. Le but, c'est de répondre au sentiment, pas répondre à l'abandon. Oui, c'est vrai. Oh, non, oui, en effet. Répondre au sentiment d'abandon. Non, très, très, très bien souligné, Cladmy. C'est pas répondre à l'abandon, c'est répondre au sentiment d'abandon. C'est vrai que c'est pas pareil. Elle devra se réapproprier la laïcité, la chérir, la défendre, la renforcer et marquer son refus avec le communautarisme. Donc ça veut dire concrètement faire la guerre aux musulmans, hein, parce que bon, le communautarisme, ça c'est du printemps républicain dans le texte, hein, voilà, je vous refais pas l'histoire, mais oui, c'est du printemps républicain, le communautarisme, c'est oh là là, les Arabes, les Arabes qui font des trucs halal, qui ont des boutiques dans lesquelles ils vendent des abayas et des camises, quoi. C'est vraiment, le communautarisme, c'est pas bien, quoi. Le communautarisme, ça veut dire les Arabes, ouais. Oser affirmer que l'abaya n'est pas un vêtement comme les autres, ça doit être le langage de gauche, afin de préserver ce qu'elle a créé de plus universel et égalitaire pour notre société. C'est-à-dire universel et égalitaire, ça veut dire on dit aux femmes comment qu'elles doivent s'habiller. Voilà, parler de sécurité n'est pour nous ni tabou, ni polémique. Il nous faut au contraire être offensif en rétablissant les polices de proximité, supprimées pour la droite, car la prévention est un pilier essentiel de la lutte contre la délinquance. Mais tiens, mais c'est bizarre, mais attends, mais la France Insoumise aussi propose le rétablissement d'une police de proximité. Du coup, pourquoi ils sont pas d'accord avec la France Insoumise? Ah, c'est parce qu'ils veulent pas en faire la même chose. Non, parce qu'en fait, quand ils disent on veut mettre en place une police de proximité, mais la France Insoumise ne fait rien sur les questions de sécurité, c'est parce qu'en fait, nous, la police de proximité, on veut en faire un recours d'accès au droit et à la justice. Un lieu où les gens peuvent avoir accès à la justice. Sauf que eux, la police de proximité, ils veulent en faire une force permanente d'intervention contre les pauvres. C'est la petite différence. Discours de macronisme droit tardé, mais le PS est de... Ah mais bien sûr, mais ces gens-là devraient... Ces gens-là n'ont... J'allais dire ces gens-là n'ont rien à foutre au PS, mais non. Ils ont leur place au PS. C'est la trajectoire historique du PS. Mais en effet, je suis d'accord qu'ils n'ont rien à foutre dans le nouveau Front Populaire. Cassez-vous, vous auriez dû vous casser avant. La social-démocratie populaire. Alors du coup, on cherche encore ce qu'il y a de populaire dans la social-démocratie, là, pour l'instant. Parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on veut assumer de faire la guerre aux musulmans. On veut assumer d'approfondir l'état policier, mais de façon encore plus proche. Et de continuer la politique d'austérité. On cherche encore le populaire là-dedans. La social-démocratie populaire devra assumer son rôle de régulation du libéralisme économique. Voilà, parce qu'en fait, le reste de la gauche veut mettre fin au libéralisme économique, veut mettre en place un système socialiste. En fait, la France Insoumise, ils veulent mettre en place un système économique socialiste. Et dans votre parti, il y a marqué parti socialiste. Il n'y a pas marqué parti d'accompagnement du libéralisme. Qu'est-ce que vous... Donc bref, le parti socialiste qui dit que notre rôle c'est d'accompagner, de réguler le libéralisme, hein, bien évidemment. Proposer des solutions aux millions de travailleurs confrontés à la baisse de leur pouvoir d'achat. Augmenter les salaires. Alors qu'en 2022, les PDG du CAC 40 ont, d'après Oxfam, en moyenne gagné 130 fois plus que leurs salariés. C'est quand même une longue phrase, alors que vous pourriez dire augmenter les salaires. Quand même 3 lignes pour faire une longue paraphrase pour dire on veut augmenter les salaires. Pourquoi vous n'avez pas dit on veut augmenter les salaires? Ah, c'est parce que vous ne voulez pas augmenter les salaires. Pardon, autant pour moi. J'essaie de trouver le sens à chaque fois. Elle devra réduire les inégalités par la suppression d'un certain nombre de niches fiscales. Lesquelles, bon, je sais pas, un certain nombre, on verra. Les enjeux de l'économie de demain sont liés aux investissements dans la transition énergétique, susceptibles d'être financés
par une meilleure répartition des richesses. Laquelle? Parce que vous voulez pas augmenter les salaires. Donc comment vous allez... où vous allez prendre l'argent? Quels impôts vous allez faire? Quelle niche fiscale? Un certain nombre de... Faut répartir, j'imagine. Attends, faut réguler le libéralisme, mais faut quand même répartir. Cette dernière doit être plus contraignante écologiquement, par le rétablissement d'un impôt sur la fortune basé sur l'empreinte carbone pour les 10% les plus riches, qui est cette fois supérieur aux 10% les plus pauvres. Attends, c'est quoi cette douille? Attends. Rétablir un impôt sur la fortune basé sur l'empreinte carbone. Votre impôt sur la fortune, vous voulez pas le baser sur la fortune plutôt? C'est quoi ce truc? On peut sur la fortune basée sur l'empreinte carbone. Bah non, sur la fortune en fait, c'est basé sur la thune normalement. Genre, qu'est-ce que tu veux? C'est impôt sur la carbone du coup, mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, c'est quoi cette douille à la con? Mais en plus, ils nous prennent vraiment pour des cons quoi. Ils croient on sait pas lire. Ils croient vraiment on sait pas lire. Parce qu'ils ont montré qu'en fait, les riches ils polluent plus que les pauvres. Alors vous comprenez, du coup, on peut utiliser l'empreinte. Non, vous allez pas greenwasher le libéralisme. Hein. Vous allez pas commencer à greenwasher le... Non, quoi? Oh là là. Pardon, désolé. Si ton jet privé il est déclaré en Angleterre. Ah, bah tant pis. Bon, bah c'est vrai que si ton jet privé il est pas déclaré en France, bah on sait pas. Dommage. Bah, t'es trop fort, hein. Bravo. Parce que là, ils ont rien dit sur l'évasion fiscale. Hein. Ah bah, oh bah non. Ah bah zut alors. Oh bah c'est ballot ça. La social-démocratie populaire, du coup. Bon, leur social-démocratie populaire, c'est quoi? Parce qu'ils n'arrêtent pas d'en parler, j'arrive toujours pas à comprendre c'est quoi, à part globalement le social-libéralisme à la papa de Macron. C'est aussi une gauche encore convaincue de la valorisation du mérite, du travail, de l'indispensable remise au goût du jour de l'ascenseur social. Remise au goût du jour. Alors, normalement, quand on parle de remettre quelque chose au goût du jour, c'est un champ lexical de la mode. Par exemple, petit exemple, le retour de la mode Y2K. La mode Y2K, c'est voilà, les années 2000, etc. Enfin, voilà, a remis au goût du jour le pantalon taille basse. Ça, c'est un emploi correct de remettre au goût du jour. C'est que la mode a remis au goût du jour le pantalon taille basse. Ce qui est une erreur, by the way. Hein, ce qui est une grosse connerie à faire. Il fallait absolument pas faire ça. Du coup, ça remet au goût du jour l'anorexie aussi. Mais bref, c'est pas le sujet. Et donc là, ils disent on remet au goût du jour l'ascenseur. Parce qu'en fait, l'ascenseur social, c'était passé de mode. En fait, l'ascenseur social, le problème, c'est que c'était plus la mode. C'était plus in. Alors du coup, on va rendre l'ascenseur social in. On va refaire la mode de l'ascenseur social. Oh putain. Non mais en plus c'est horrible parce que j'ai pas beaucoup mangé. Du coup, à force de rire, j'ai la tête qui tourne parce que je l'hyperventile un peu quoi. C'est quoi pour l'ascenseur social si c'est un concept esthétique? En fait, c'est ça, mais en vrai, tu as totalement raison, Oursoyo. En fait, je trouve que le wording de cette tribune est parfaitement révélateur de leur conception du monde social. C'est que pour eux, l'ascenseur social, c'est une affaire esthétique. C'est une idée qu'on mobilise pour se sentir bien et pour se dire qu'on est là où on est et que c'est très très bien comme ça. Que l'idée de l'ascenseur social, c'est ce qui permet aux riches de se dire quand on veut, on peut. Donc si je suis là, c'est vraiment que j'ai bien travaillé, quoi, puisqu'il y a l'ascenseur social. Donc en effet, c'est une vision esthétique du monde social. C'est une vision dans laquelle finalement tout arrive, les choses arrivent organiquement, magiquement, et qu'il n'y a pas à agir pour les faire advenir. Que l'égalité, il n'y a pas à agir pour la faire advenir, puisqu'elle arrive simplement par la force des bras des gens. Donc c'est quelque chose d'esthétique, en effet, tu as totalement raison. Et d'ailleurs, c'est la différence entre le mérite et la méritocratie, parce que la valorisation du mérite, du travail, etc. Désolé, mais pour moi, le mérite n'a aucune place dans un discours économique ou politique. Pour moi, le mérite, c'est une affaire individuelle. Tu peux être en bas de l'échelle sociale et pourtant avoir énormément de mérite dans ta capacité que tu as eue à survivre, tout simplement à survivre à des conditions sociales désastreuses. Et c'est un mérite en soi. Parfois, le fait simplement d'être en vie, le fait simplement d'avoir de la bouffe dans ton assiette est le signe indubitable de ton mérite. Le terme de mérite est employé pour se confondre avec la méritocratie, d'où l'idée avec l'ascenseur social. C'est qu'en fait, quand ils remettent au goût du jour le mérite, c'est refaire croire en un mythe méritocratique, en ce mythe de l'ascenseur social qui permettra de dire, bah en fait, les gens ils sont en haut de l'échelle sociale parce qu'ils l'ont mérité et arrêtez et si vous vous plaignez, bah dans ce cas vous avez qu'à plus travailler, c'est un skill issue. Mais pour moi, le mérite est une chose magnifique. Le mérite est une chose qui existe en tout un chacun. Le mérite est affaire de survie et de résilience. Et j'ai même envie de dire, pour beaucoup de personnes, ce mérite-là ne devrait pas exister. Moi, je veux pas qu'on valorise le mérite. Parce que c'est quoi? C'est t'as survécu, bravo, je te donne un chèque. Non, tu devrais pas avoir à avoir ce mérite-là. Tu devrais tout simplement avoir la bouffe dans ton assiette. Et pas que ce soit un mérite. Et pas que ce soit la preuve de ta résilience et ta capacité à survivre.
Bref, mais cela dit, moi ce qui me saoule, c'est que en liant l'idée de mérite, qui est une idée universelle, à l'ascenseur social, c'est ce qui fait émerger du coup le mythe de la méritocratie. Donc méritocratos, littéralement, ça veut dire que le pouvoir est à ceux qui ont du mérite. Donc ça veut pas dire que les gens méritants ont le droit au pouvoir, ça veut dire que les gens qui sont au pouvoir sont définis comme méritants, c'est l'inverse. Et donc le fait de lier ça, ça veut dire que une vie n'a de sens que si elle t'amène dans une position d'élite. Puisque si le mérite, parce que pour moi le mérite c'est lié directement au sens de la vie, c'est lié directement à la capacité de lutter. C'est une façon de penser le monde qui tout simplement amène à la conclusion macroniste, qu'il y a des gens qui ne sont rien, et que ces gens-là n'existent pas, ils ne sont rien, ils sont dans des gares, et que quelque part, c'est justifié. Parce que ceux qui sont quelque part, c'est parce qu'ils ont mérité, et que les autres, on leur retire la légitimité de leur mérite. C'est une forme d'eugénisme pas assumé, oui, et qui, encore une fois, qui empêche de célébrer la réalité du mérite, qui empêche de célébrer, parce que la réalité du mérite, c'est la lutte. Et donc c'est une façon de figer les rapports sociaux et de détruire toute possibilité et toute légitimité de la lutte dans un parcours de vie individuel comme collectif. Ça m'énerve. Bref. Après ce long détour sur la question du mérite et de la méritocratie, désolé, j'avais besoin de faire ce coup de gueule parce que j'ai encore vu passer un tweet de gens qui disaient « Rappelle que le mérite n'existe pas !» Si, le mérite existe, si, c'est la méritocratie qui est en l'air. Mais bref, pardon, désolé. Pardon. Parce que c'est comme ça que les gens après ils s'enferment dans leur dépression parce qu'ils sont gauchistes et qu'ils sont persuadés que tout leur est arrivé par hasard alors que du coup en fait finalement ils valent rien. Bah si en fait tu vaux quelque chose parce que putain t'es en vie. Bref pardon désolé. Surtout si t'es dépressif. Particulièrement si t'es dépressif tu vaux quelque chose parce que t'es en vie. Pardon désolé. Parce que tu luttes tous les jours pour survivre. Bref pardon j'arrête. Avis de radical. Oui c'est ça avis de radical. Mais qui est une abattardisation d'un constat politique qui est réel. C'est ça qui m'énerve. Bref pardon, désolé j'arrête. Hop. Allez stop. Donc, retrouver un discours sur les enjeux du travail. Donc voilà, remettre au goût du jour l'ascenseur social, voilà, c'est la mode. Et la nécessité d'en finir avec la reproduction sociale automatique de ce qu'on appelle communément les élites. Retrouver un discours sur les enjeux du travail et de l'emploi impose d'être prêt à décloisonner les grandes écoles, favoriser la mobilité de ceux qui n'en ont pas les moyens, de lier parcours professionnel et pénibilité afin de proposer un Big Bang de l'emploi des seniors. Lier parcours professionnel et pénibilité afin de provoquer un Big Bang de l'emploi des seniors. Mais les seniors, ils vont à la retraite, en fait. Il faut le Big Bang de la retraite des seniors, pas de l'emploi. En gros, ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'ils veulent dire quand ils disent lier les parcours professionnels et la pénibilité, ça veut dire si tu as eu un métier pénible, tes dernières années de travail avant de prendre ta retraite qui sera à 65 ans ou à 67 ans, parce que quand même ça coûte cher, t'inquiète pas, tu trouveras, on te mettra dans un travail dans l'administration. Voilà, on te mettra derrière un bureau, comme ça tu seras récompensé de la pénibilité de ton travail avant. En gros, c'est ça qu'ils veulent dire. C'est on continue de foutre les vieux à la retraite encore plus tard, mais au moins ils passeront les derniers jours de leur travail derrière un bureau. Voilà. C'est de redéfinir précisément avec les syndicats et par accord de branche, le cas par cas, les repères des progressions salariales. De redéfinir précisément avec les syndicats et par accord de branche les repères des progressions salariales afin de faire évoluer plus rapidement les travailleurs embauchés au SMIC. Redéfinir précisément avec les syndicats et par accord de branche les repères des progressions salariales, donc sur quoi tu bases la progression du salaire, afin de faire évoluer plus rapidement les travailleurs embauchés au SMIC. C'est-à-dire que les travailleurs qui ont été embauchés au SMIC, ils peuvent évoluer plus rapidement. C'est-à-dire que voir leur salaire augmenter ou évoluer dans la boîte. Ça veut dire permettre aux gens qui sont embauchés au SMIC que leur salaire augmente au fur et à mesure. Ça veut dire une grille des salaires, mais pas avec les... Oui, en fait, concrètement, c'est ça. C'est en gros, c'est une façon de dire, on veut pas l'augmentation du SMIC, mais on veut quand même donner quelques miettes aux travailleurs. C'est le contour, en fait, du social. En fait, concrètement, tout ce qu'ils disent, c'est des trucs qui ont déjà été faits. C'est des trucs qui ont déjà été proposés. C'est des trucs, c'est vraiment le textbook social-libéralisme pour pas dire on veut augmenter le SMIC parce que fondamentalement on est contre l'augmentation du SMIC parce que c'est un truc de gauche quoi. On en revient à la méritocratie aussi, by the way, bien sûr. Nous l'affirmons. Oh, attends, ils l'affirment. Qu'est-ce qu'ils affirment ? Croire en la valeur travail. Croire en la valeur travail, vectrice d'intégration à la société dans sa dimension collective et de contribution au modèle social, passe par une revalorisation de la valeur du travail impossible sans le concours des forces syndicales. Bon bref, allez, est-ce que je commente cette phrase ? C'est du Macron cette phrase, concrètement c'est du Macron dans le texte. Oui, c'est le retour du hollandisme. Notre responsabilité est de répondre aux attentes des syndicats. Car le cri d'appel de Marie-Lise Léon, présidente de la CFDT, ah bah oui tiens, si vous aviez un doute que c'était du CFDT dans le texte. Et sans appel, quand va-t-on enfin entendre la forte aspiration des travailleuses et des travailleurs au respect, à la dignité, au travail bien fait, quel que soit leur statut, leur origine, leur genre, leur territoire ? On dirait le jeu des mots avec Franck Lepage. Oui, de fou, c'est vraiment le cliché de Franck Lepage, c'est littéralement ça.
La gauche doit sortir de l'outrance et de la radicalité. Voilà, ça c'est la partie. Là, les filles, c'est pas bien. On aime bien Glucksmann parce qu'il fait des posts jaunes sur Instagram. La social-démocratie, parce que voilà, jusqu'ici, on ne sait toujours pas ce que c'est que la social-démocratie populaire, à part le hollandisme. Hein, voilà, vous n'étiez pas obligé de mettre 3 mots. En plus, ça alourdit la lecture. Voilà, vous pourriez résumer ça en un mot. Ça s'appelle le hollandisme. Ou le macronisme aussi. Le macronisme ancienne école, le macronisme version. La social-démocratie populaire défendra, enfin, avec force, son attachement à la construction européenne. Qu'est-ce qu'il y a à construire? Plus on construit, plus ils nous détruisent. C'est quoi? Oui, un tournant social européen est nécessaire. L'investissement dans les grands enjeux de notre société, tels que l'écologie, les transports, les services publics. Ah ben oui, on va construire l'Union européenne avec les services publics. Sachant que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, encore une fois, les traités européens empêchent la possibilité des services publics, puisque les services publics c'est un monopole et que les traités européens visent à casser l'entièreté des monopoles, y compris les monopoles publics. C'est pour ça qu'ils ont libéralisé EDF, France Télécom, SNCF, etc., 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 etc. Mais bon, ils ont dit services publics et Europe dans la même phrase. Ça veut dire, soit ça veut dire que concrètement ils sont complètement incompétents, ce que je n'oserais croire. Ce sont quand même des élus et des sérieux et sérieuses. Soit ça veut dire qu'ils veulent continuer de libéraliser les services publics, ce qui m'a l'air d'être un peu plus probable. Parce que je crois sincèrement qu'ils ne sont pas incompétents et qu'ils savent ce qu'ils font. Oui, les barrages hydroélectriques aussi, c'est vrai. Les autoroutes. Bref, tout ça quoi. Les services publics ou encore l'emploi sont rendus possibles par notre appartenance à l'Union européenne et doivent être développés. Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire? L'écologie, les transports. Parce que du coup, il n'y avait pas d'investissement dans les transports et dans les services publics avant l'Union européenne. Parce que les investissements dans les transports, les services publics et l'emploi ne sont possibles que grâce à l'Union européenne. D'ailleurs, il n'y avait aucun emploi, transport ni service public avant que l'Union européenne ne soit créée. C'est bien connu. L'écologie, les transports, la défense sont des sujets... la défense sont des sujets européens et internationaux, nécessitant une action supranationale. Le supranational, ça n'existe pas. L'Union européenne, c'est déjà une collection des différentes volontés des gouvernements. Voilà, les ministres, il y a des conseils des ministres au niveau européen pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place, blablabla, etc. Il y a la Commission européenne qui est élue, en effet, par le Parlement, etc. Enfin, bref. Mais concrètement, le supranational, à partir du moment où des États-nations existent, tout ce qui sera au supranational sera l'émergence directe de ce qui sortira de ces gouvernements nationaux. Donc lorsqu'on veut mettre en place un truc supranational, en fait, ça dépend de la volonté des États. Typiquement, à l'ONU, c'est génial, c'est supranational, c'est l'Organisation des Nations Unies, sauf que les gens qui représentent la France à l'Organisation des Nations Unies, du coup, ils sont en grande partie nommés par le gouvernement, et notamment par la présidence, je crois, en France, c'est ça. Et notamment comme tout le corps diplomatique, globalement, sur lequel le président a en grande partie la main au travers du ministère des Affaires étrangères. Donc, le supranational, ça n'existe pas. C'est juste la façon dont les rapports de force sont négociés au niveau international. Voilà. Et en vrai, un truc véritablement supranational serait un truc où tous les peuples voteraient selon tous les peuples européens voteraient selon les mêmes règles, avec une unification culturelle, etc. Sauf que ce n'est ni possible ni souhaitable. Bref, donc l'instabilité du contexte géopolitique nécessite de marcher sur 2 jambes. Un enjeu de sécurité intérieure et un enjeu de défense européenne. Oui, sécurité intérieure et extérieure, ça veut dire une citadelle à deux enceintes, en fait. Quand on dit il faut marcher sur 2 jambes, sécurité intérieure et défense européenne, ça veut dire il faut ériger, en gros, penser l'Europe comme une citadelle, où à la fois il y ait une sécurité nationale, sécurité intérieure, renforcement du dispositif policier, etc. Et défense européenne, ça veut dire un renforcement des frontières et des murs de la citadelle européenne. Et donc voilà, une citadelle à 2... Voilà. Autour de ces quelques grands principes, nous souhaitons la reconstruction d'une nouvelle force politique social-démocrate élargie, répondant ainsi à l'appel de Raphaël Glucksmann. Ah bah tiens, comme par hasard, ça répond à l'appel de Raphaël Glucksmann, de créer une confédération social-démocrate. Nous ne pouvons nous résoudre à ce que la gauche reste enfermée dans la radicalité et l'outrance. Bah oui, ce serait dommage que la gauche soit radicale. Il nous faut sortir des équilibres actuels afin d'en finir avec les alliances à la hâte, législative après législative, préservant les positions déjà acquises. Donc voilà, on en a marre que l'AFI il soit plus important que nous politiquement. Nous serons de toutes les initiatives qui iront en ce sens. Donc ça veut dire, si vous voulez détruire l'AFI,
on sera de votre côté. Si vous voulez détruire le NFP et mettre en place une alternative libérale néo-macroniste, on est avec vous. On sera votre fer de lance. À l'image de la CIA, nous financerons toutes les initiatives de déstabilisation de ces salles communistes. Nous devons en finir avec les compromissions, avec les négociations en catimini et la grande confusion des valeurs. Oh, les musulmans encore, décidément, ils sont partout. Afin de retrouver notre boussole, notre cap clair. Nous appelons enfin l'ensemble des sociodémocrates à franchir le pas d'une adhésion au Parti socialiste. Parce qu'on galère à être majoritaire dans notre parti. Parce que vous comprenez, la dernière fois, en vrai, il a gagné le congrès. Donc du coup, est-ce que vous voulez pas prendre votre carte au parti? Comme ça, vous pouvez voter et noyer leur voix. Est-ce qu'on peut continuer de bourrer les urnes, s'il vous plaît? Ça veut dire, voilà, on appelle à bourrer les urnes, mais cette fois-ci en notre faveur. Donc adhérer au Parti socialiste afin de déposer dans l'urne le bulletin qui fera battre Olivier Faure ou son représentant lors du prochain congrès qui s'annonce et dire stop à l'alliance des contraires et oui à une social-démocratie populaire, responsable, cohérente, lucide, universelle, pragmatique, protectrice, non, sociale, il y a déjà social dans social-démocratie. Cohérente, il y a déjà. Respectable, lucide, ils ont déjà dit. Raisonnable, européenne, de projet, ah ouais, de projet, c'est tellement le truc, de projet, ouais, de fou, ouais. Constructive, oui, efficiente, républicaine, oui, de fou, claire. Enfin bon, c'était très très long et je finis le live là-dessus. Vous m'avez vu commenter pendant tout l'été les différents moves à l'intérieur du Parti socialiste et notamment le fragile équilibre qui existe au sein du PS depuis le nouveau Front populaire, mais pas que, hein, depuis concrètement le dernier congrès. Cette fragilité qui existe au PS vis-à-vis de la ligne de gauche et de quand est-ce que globalement le PS va trahir. En gros, au Parti socialiste, c'est la guerre. Encore une fois, ils sont en train de rejouer la partie un peu avortée, la partie un peu interrompue qui s'était jouée au congrès de 2023, dans laquelle finalement les tentatives de triche des uns des autres avaient fini dans une espèce de statu quo où on fait un bureau national, où on met Olivier Faure, Hélène Geoffroy, Nicolas Meyer-Rossignol, où on essaye d'éviter de trancher des lignes pour garder l'unité du parti, etc., etc. Donc finalement, ce qui est en train de se jouer, c'est la continuité de tout ça. Et c'est évidemment par le Parti socialiste que viendra la désunion à l'intérieur du nouveau Front populaire. Ça, on le savait depuis le début. L'avantage, cela dit, et c'est là où j'ai vraiment envie de leur dire, mais faites. Allez-y. On vous regarde. On sait déjà que c'est une stratégie qui va les mener dans le mur. C'est que ce dont on parle là, les sociolibéraux du PS, les Glucksmann, les Geoffroy, les Meyer-Rossignol, les Delga, tous les Valsis, etc., ils sont morts dans le film. Ils ont été totalement désavoués. La dynamique à gauche... D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font que ouin-ouin de « Ah, Mélenchon, il a parlé en premier !» C'est que la dynamique à gauche se passe totalement d'eux. On n'a pas besoin d'eux pour faire une... On sera pas à votre manif. Non, on n'a pas besoin de vous pour être à la manif, en fait. Genre, on a fait toute la réforme des retraites, on n'avait pas besoin de vous. C'est vous qui vous faisiez huer en manif, en fait, c'est pas l'inverse. Ils ont perdu cette centralité à gauche. Leur seule façon de la retrouver et de jouer la douille, de jouer la baisse, de jouer le cheval de Troie libéral, c'était de suivre Olivier Faure. Parce qu'en vrai de vrai, Olivier Faure était le plus gros danger à la solidité d'une ligne de gauche que ne peut l'être un Meyer-Rossignol ou une Hélène Geoffroy. Eux, ils arrivent, veulent faire une union avec Macron, mais faites! Tout le monde le déteste, tout le monde vous déteste. Allez entre vous, de toute façon, tout le monde vous détestera ensemble. Oui, et la droite se sert d'eux pour essayer de détruire le nouveau Front populaire. Sauf que là où ce qu'ils comprennent pas là-dedans, c'est que dans leur petit sursautement, dans leur petit « ah là là, on veut reprendre le pouvoir », etc., ils réalisent pas que c'est le meilleur moyen pour nous. Et quand je dis non, nous, c'est la gauche de rupture. C'est les gens qui sont fidèles à cette tradition-là. Et là, je peux aussi inclure certaines personnes qui sont chez ELV, qui sont au PCF. Non, peut-être pas qui sont... Ah, il doit y avoir des militants. Enfin bref, tous les gens un peu partout qui sont pour une ligne de rupture. Et qui disent, en vrai, le programme, c'est important. Et c'est une garantie pour nous, et pour la France Insoumise surtout. C'est une garantie pour nous de rester les maîtres des horloges à gauche. Donc moi, j'ai envie de dire, faites. Allez-y. On vous regarde. Compromettez-vous. Mourrez une bonne fois pour toutes, mais comptez pas sur nous pour vous faire confiance la prochaine fois que vous serez en panique pour faire une union avec vous. Voilà ce qui conclut ce petit stream, chers amis.